Est-ce qu'on attend encore un petit peu ou est-ce qu'on peut commencer? Alors comme je le disais, je ne vous vois pas très bien, donc parfois si mon regard se perd au milieu de la salle, c'est parce qu'on est ébloui par les projecteurs. Merci à toutes et tous de votre présence aujourd'hui. Donc c'est un événement qui s'inscrit dans la poursuite aussi des événements auxquels vous avez peut-être participé hier et qui célèbre entre autres les 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine, donc rencontre internationale de la francophonie de Lyon, organisée, alors j'espère que je n'oublierai pas tous les partenaires, mais par l'Institut de la francophonie qui est donc basé à l'Université Lyon 3. Et aujourd'hui, donc, on a l'honneur d'accueillir autour de cette table ronde trois écrivains que je présenterai peut-être plus en détail tout à l'heure, mais dont je peux déjà vous donner les noms, et puis j'évoquerai tout à l'heure un certain nombre d'œuvres qu'ils nous ont offertes en langue française. Donc Monsieur Dai Sedier et Mesdames Lingxi et Ying Chen qui prendront la parole tout à l'heure, et puis je pense qu'on aura aussi du temps pour des questions et des échanges. Et la première personne qui interviendra à l'occasion de cette table ronde, c'est donc notre collègue Marie Laureillard, qui enseigne à l'Université Lyon 2, qui travaille sur la littérature chinoise moderne et contemporaine, qui elle-même est traductrice d'un certain nombre de romanciers et de romancières chinois, taïwanais, parmi lesquels Shen Songwen, par exemple, Shi Zhetun, Liu Xinwu, ou encore côté taïwanais, Liang, par exemple, parmi ces traductions les plus récentes, qui interviendra dans un premier temps, et puis on passera ensuite la parole à nos écrivains qui nous font l'honneur d'être là aujourd'hui. Donc merci à toutes et tous de votre présence. Je pense qu'on peut applaudir nos écrivains et nos écrivaines pour les accueillir. Et puis j'essaierai pour ma part de prendre le moins possible la parole pour leur laisser davantage. Voilà. Marie, si tu veux peut-être débuter. Mais merci beaucoup. D'abord, est-ce que c'est assez fort? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Alors, j'aimerais dire juste un petit mot. D'abord, c'est un honneur pour moi d'avoir ces écrivains si près de moi, dont j'ai lu quelques œuvres, mais pas encore toutes. Et je voudrais juste dire que, en fait, quand on m'a demandé cette intervention, je me suis un peu demandé de quoi j'allais parler. Et je voulais juste vous donner mon point de vue de traductrice, puisque j'ai traduit moi-même, effectivement, Shen Songwen, par exemple, comme tu viens de le dire, ou alors Liu Nao, qui n'est pas si connu que ça en Chine, parce qu'il est un peu dans un entre-deux, donc de Taïwan et de Chine, dans un entre-deux à ce niveau-là. Et puis, parce qu'il fait partie de ces écrivains qui n'étaient pas des écrivains de gauche dans les années 30 et donc dont on n'a pas trop parlé pendant très longtemps et qui restent assez peu connus. Donc d'abord, j'aimerais vous rappeler que, en fait, une écriture, on peut dire que dans une écriture se combinent un peu deux forces qui s'opposent l'une à l'autre. La première qui prend appui sur les conventions propres à une langue, code d'une langue, du lexique, de la grammaire. Et puis l'autre force qui déborde en fait ces règles, ces conventions, qui les bouscule, euh, qui justement qui déborde ces acquis de la langue. Et c'est ce qui fait évidemment la puissance innovatrice d'un style. C'est d'aller plus loin que ces conventions propres à une langue. Et donc, quand on passe d'une langue à l'autre, on se pose la question parce qu'on détruit cet équilibre, en fait, si fragile qui se constitue entre les règles d'une langue et ce plus qu'on lui apporte, ce bouleversement des conventions. Et donc, c'est une question vraiment qu'on se pose quand on traduit, évidemment. Donc, je pense que ces trois écrivains qui sont là se posent en permanence ces questions puisqu'ils sont entre deux langues. Donc, comment justement comment faire ce bond d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre? Parce que, comme l'a dit François Host, je trouve qu'il l'a bien dit dans son livre sur la traduction, il dit que lorsqu'on traduit, on se jette à l'eau en quelque sorte et on éprouve une sorte de vertige. Et finalement, on se retrouve en haute mer, on lâche prise et on essaie de passer dans l'autre langue un petit peu avec finalement les moyens du bord. Euh, donc voilà, avec des mots, puisque c'est finalement avec des mots qu'on travaille, mais bien sûr, c'est plus que des mots qu'on essaie de rendre.
Voilà. Donc, et puis j'ai aussi pensé, alors ça c'est une question que je vous pose. En fait, par exemple, comme quand je lis du Qiu Xiaolong, peut-être vous avez lu cet écrivain qui est écrit en anglais, je retrouve dans la traduction du français des expressions du chinois. Je reconnais des images, voilà. Donc je voudrais savoir si vous, quand vous écrivez, est-ce que vous essayez de garder justement des expressions propres aux Chinois, des Chongyu ou des choses comme ça, mais de garder vraiment ces images-là. Voilà, c'est une question que je me suis posée. Et sinon, je voudrais juste parler d'un mot-clé, à mon sens, qui concerne justement les écrivains chinois qui écrivent en français, c'est le métissage. Il me semble que c'est un mot qui convient bien. Et puis, quand on vous lit, on sent très bien que vous êtes dans un entre-deux, ça c'est clair, et qu'il y a un va-et-vient entre deux mondes, c'est évident, et que finalement, on a l'impression que vous êtes chez vous un peu sur les quatre mers, un peu partout, comme on dit, Serawedia, on a l'impression voilà, que vous avez franchi les frontières. Ça, je voulais vous dire. Alors, ce métissage, il se suppose une désappropriation de ces connaissances et puis bien sûr une réappropriation. C'est une pensée de l'échange. Alors là, je m'appuie un petit peu, je vais juste vous donner quelques mots-clés peut-être liés à cette idée de métissage que j'emprunte à des anthropologues donc, qui s'appellent François Laplantine et Alexis Nousse. Alors il y a quelques mots-clés, peut-être le mot « et », le mot « vers », le mot « entre » et le mot « avec ». Mais je pense que le mot « entre » est peut-être celui qui résume le mieux justement cette idée de l'entre-deux. Donc je vais juste vous donner quelques idées clés. Peut-être justement cette idée de l'entre-deux, c'est une idée qui repose sur le fait qu'on n'est pas dans un monde de la disjonction, quand on est justement un écrivain qui écrit dans une autre langue et qui est passé d'un monde à l'autre. On est plutôt dans un esprit de la conjonction, c'est-à-dire on n'est pas dans le blanc ou le noir, dans le vrai ou le faux. On est un peu dans dans ce qu'on appelle peut-être en Chine, vous me direz si vous trouvez que c'est juste, dans ce vide, la notion de vide en Chine, dans la peinture, etc., qui est en fait un entre-deux. On sait très bien que ça n'est pas du vide. Vous êtes peut-être dans une sorte de vide, mais dans le sens de plein, enfin, avec donc cette idée-là. Et justement, ce qui est intéressant à mon avis, c'est que le métissage, si on reprend ce concept, en fait, il déjoue les dualismes. C'est une pensée de la circulation, du dialogue. On est entre le oui et le non, on est entre avec et contre, on est entre in et out. Et on est un peu entre deux pôles, mais on n'est pas dans une position fixe. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'on peut dire. On n'est pas dans une position fixe, on bouge en fait. Et on évolue donc bien sûr au fil des rencontres. Et il n'y a plus vraiment de centre, je pense, quand on est justement dans cet entre-deux. Et on peut même devenir excentré ou excentrique. Je pense on peut énoncer ces notions. Et puis, il y a une idée, à mon avis, dans le métissage qui est cette énergie qui se produit par le fait d'être confronté à l'autre, à une altérité. Ça semble produire une énergie immense qu'on sent bien dans vos œuvres. Donc cette idée d'une énergie aussi de l'entre-deux. Voici juste quelques premiers mots que je voulais dire. Voilà, je ne serai pas trop longue, donc j'en dirai peut-être un peu plus. Merci beaucoup Marie pour ces mots qui permettent aussi d'introduire des échanges que je pense on aura ensemble et qui posent aussi la question, effectivement, comme le disait Marie à l'instant, en tant que nous, traducteurs, traductrices, dont la langue maternelle est le français,
pose des questions qui en fait se posent à nous parfois quand on traduit, mais qui se posent, j'imagine, de façon assez différente pour vous, qui avez cette singularité d'être tous les trois nés en Chine, donc si je dis pas de bêtises, et qui avez grandi avec une, voire même d'autres langues que les Français. C'est vrai que Marie évoquait tout à l'heure l'idée de naviguer entre deux langues, entre au moins deux langues. On en parlait à l'instant avec Monsieur Dai Sidier, avec le Sichuanhua par exemple. Peut-être que vous-même, peut-être que vous nous raconterez ça, vous avez navigué entre davantage même de langues que le français et le chinois. Peut-être même d'ailleurs aussi une autre langue qui n'aurait pas forcément une grammaire spécifique ou une grammaire fixe et qui serait peut-être votre langue à vous, puisque chaque écrivain a aussi sa langue qui se construit avec toutes les ressources propres à son écosystème. Et donc, je voulais peut-être commencer ces interventions, ces échanges, en posant plusieurs questions à Thaïs Sédier, mais qui, je pense, sont des questions que peut-être vous vous posez ou sur lesquelles vous voudrez peut-être aussi revenir tout à l'heure. Pour introduire peut-être à celles et ceux qui n'auraient pas la chance encore de connaître ces auteurs et qui allaient les découvrir aujourd'hui ou que vous avez découvert hier et puis que vous découvrirez peut-être en sortant de la salle, donc Dai Sedi est né au Fujian. Alors je ne sais pas si je dois dire les années de naissance, c'est pas toujours en 1954. Vous me direz si vous voulez pas que je dise les années de naissance. Et ça montre qu'il y a effectivement une très grosse production. Alors il est compliqué de tout citer. Vous avez ici sur le diaporama un certain nombre d'œuvres écrites en français et publiées, donc avec les dates, les titres des publications. Dai Sedi est également cinéaste, avec un certain nombre de films. On évoquait tout à l'heure, on discutait tout à l'heure du film Les filles du botaniste, Chine ma douleur, qui avait aussi créé un effet, enfin, était très bien accueilli en France. Pan de nuit, par exemple, sorti en 2016, auteur de nombreux récits, des essais, des nouvelles, des romans, parmi lesquels peut-être le roman qui est le plus connu de Dai Sidier, Balzac et la petite tailleuse chinoise, que beaucoup d'entre nous, je pense, de gens de ma génération, avons aussi découvert quand on était à l'école, dans le secondaire notamment, mais bien d'autres récits, le complexe de Die, Trois vies chinoises, Acrobatie aérienne de Confucius aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a fait penser, en relisant un petit peu cette biographie qui est la vôtre, et cette biographie, cette bibliographie. J'avais un ami chinois, écrivain, alors qui vit toujours en Chine actuellement, qui est à peu près de votre génération, et qui me disait que dans leur malheur, et à travers tous les épisodes traumatisants aussi de l'histoire moderne de la Chine, il y avait malgré tout la chance d'avoir connu plusieurs vies. C'est-à-dire d'avoir l'impression que sur une même génération, il s'est passé tellement de choses qu'on a eu l'impression d'avoir plusieurs vies, où s'entremêlent, et je pense que c'est aussi propre à vos écritures à tous les trois, à la fois l'individuel et le collectif, où la notion, par exemple, de génération me semble très importante dans chacun de vos récits, avec cependant une destinée peut-être singulière par rapport à d'autres auteurs, par exemple, de votre génération, d'Assedier, dont beaucoup ont aussi écrit sur leur expérience de la révolution culturelle, de ce mouvement de l'envoi des jeunes instruits à la campagne, de ces moments de rééducation, une singularité néanmoins qui est celle de l'usage de la langue française, qui peut-être distingue aussi votre écriture et votre approche de celle de vos contemporains. Et au-delà des vies que vous avez vécues, vous, en tant qu'écrivain, en tant que cinéaste, ben, vous avez sans doute aussi vécu d'autres vies par procuration, celles de vos personnages. Et peut-être je voulais poser comme première question, et puis j'en aurai plein d'autres après, j'espère que je ne serai pas trop bavard, la question peut-être de la génération et de ce que cette idée de génération a influencé dans votre travail d'écriture et votre travail de cinéaste. Euh, je pense oui, c'est une génération très particulière. Hein. Et je pense une génération qui n'a rien à voir avec la génération d'aujourd'hui, ni avec la génération même ancienne de mes parents, par exemple. Parce que ce qu'on a connu, c'est quand on était tout petit, on était tout d'un coup était dans une sorte de désordre de la révolution. Et c'était étonnant. Et après, on était tous souvent envoyés à la campagne ou à la montagne pour avoir une rééducation. C'est ça qui a changé la vie. Beaucoup par exemple, aujourd'hui, d'écrivains ou des cinéastes, Zhang Yimou, par exemple, je pense qu'il a connu un même genre de parcours que moi.
fait beaucoup plus de choses que moi, mieux, mais c'est le même parcours. Chen Kaige, c'est fait la même chose. Yu Hua, il doit faire la même chose. Et voilà, on était une génération particulière qui est, je pense, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ah, nous tous, on n'est pas, on n'est pas des enfants de cœur. Il y a quelque chose peut-être aussi de propre à la génération à laquelle vous faites allusion, parmi cette génération de cinéastes et d'écrivains. C'est la découverte dans les années, en fait au lendemain de la Révolution culturelle peut-être, en 1976, de la littérature étrangère en traduction. Alors c'est évidemment au cœur de Balzac et la petite tailleuse chinoise. On évoquait tout à l'heure le fait que un des souvenirs que j'avais moi de ces lectures que j'avais du lycée, de ce roman, c'était l'idée de la littérature comme salut, en fait, comme moyen de se sauver. Et qui s'est fait, je crois, pour beaucoup de cinéastes, d'écrivains de votre génération, à travers une littérature en traduction, et en particulier la littérature française, qui souvent va être revendiquée par des autrices et des auteurs de cette génération. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter, vous, à la fois dans le roman, puis en même temps la vôtre, la découverte de la littérature française? Je pense, voilà, c'est une génération, je pense que c'est immense, c'est beaucoup, beaucoup mignon des jeunes d'une époque chinois. Nous avons appris la littérature, vous avez ce contact avec la littérature, avec des livres à voler. On a volé des livres pour lire. Et quand on se rencontre, on échange des livres. Et l'histoire que j'ai racontée, c'est, je dirais pas 100% vrai, mais il y a, il y a, c'est mon expérience personnelle. Voilà. Nous avons volé une valise de livres, une valise dans laquelle il y a des littératures interdites. Il y a Balzac, il y a beaucoup d'autres écrivains. Et Balzac n'était pas mon écrivain préféré. C'était incroyable. Nous avons fait exactement comme dans ce que j'ai raconté dans le roman. Nous avons lu des romans à une fille. Elle est jolie, plus que jolie. Elle est belle, étonnante, dans la montagne. Mais elle est assez, je dirais, mais elle est assez simple. Elle ne savait pas lire. Nous l'avons lu pour elle. Elle a aimé Balzac. Ça m'a surpris. J'ai toujours pas compris. Alors, c'est une époque de jeunesse signarée. On était justement pendant la Révolution. Et c'est facile, 2, 3 jeunes aimer une fille en même temps. Hein. C'est ce que j'ai raconté, cette histoire. Voilà, nous avons lu le roman de Balzac, traduit en chinois déjà, mais interdit. Et à cette fille. Oh là là, elle a aimé ça. Après, le moment quand j'ai écrit ce livre, c'était pour aussi comprendre pourquoi elle a aimé Balzac. Tout mon objectif à l'époque, j'ai écrit ce livre, c'est pour comprendre. C'est-à-dire, c'était une histoire passée depuis longtemps. Et à l'époque, je pensais que c'est l'histoire des livres, de la littérature. Je n'ai pas écrit directement en scénario, j'ai écrit quelque chose de simple. Mais ils ont aimé. Après, c'est tant mieux, mais voilà, Prenez-en la graine, là, les jeunes, on peut draguer en lisant Balzac, voilà, en récitant Balzac. Alors, un sujet qu'évoquait aussi Marie tout à l'heure, c'était le fait de naviguer entre ces plusieurs langues, le choix d'écriture, qui pour tous les trois a été principalement le français, même si peut-être que vous écrivez aussi également en chinois. Une question que je me pose souvent en vous lisant, c'est dans quelle mesure est-ce que les mots que vous mobilisez soit s'ajoutent à ce que vous auriez pu dire, pu écrire en chinois, soit parfois manquent à ce que vous voulez écrire en chinois. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que lorsque vous écrivez en français, lorsque vous racontez ces histoires, vous avez cette impression d'une impossibilité peut-être du français à exprimer certaines choses, ou au contraire, peut-être à d'autres moments, des ressources peut-être insoupçonnées ou des ressources qui ne seraient pas mobilisables en chinois mais qui le sont en français. Est-ce que pendant le processus d'écriture, vous avez parfois cette impression, tiens, je ne saurais pas forcément comment dire en français,
pas pour des raisons de compétences linguistiques, parce que vous êtes tous parfaitement francophones, mais peut-être dans une couche plus profonde, tient un sentiment qui sera exprimé et qui n'aurait pas forcément son équivalent en langue française. Je sais pas uniquement de mon expérience, chacun, je pense, différent, une approche. Et quand j'ai écrit, hein, j'ai écrit vraiment, j'ai écrit en français. Après, il m'arrive d'écrire en chinois aussi, mais c'est deux choses différentes. Quand j'ai écrit en français, je pense plus en chinois. Et quand j'ai écrit en chinois, je pensais plus en français. Quand je fais un film, même adaptation d'un de mes romans, souvent, et je ne pense plus au livre. J'ai déjà oublié. Alors, quand j'ai pensé en français, c'est-à-dire y compris la construction dans ma tête, c'était construit, c'est l'histoire, le personnage en français. Et si j'ai écrit en chinois, c'est différent. Et il m'arrivait quand même deux fois arriver, c'était pas pour trouver des phrases. Moi, j'ai jamais l'intention ou la prétention, je ne sais même pas un jour que je serais un merveilleux ou un très bon, excellent écrivain français. Je serais quelqu'un, un Chinois qui écrit en français. J'aimais. Un écrivain, je dirais, oui, je suis un écrivain, je pense. Mais particulier, je ne peux pas définir simplement. Mais il m'est arrivé quand même, quand j'ai écrit en français, il y a une ou deux fois, il m'est arrivé d'arrêter soudain. Et après, je dois réfléchir bien en chinois. Trouver la solution en chinois dans ma tête. Ou fait un chapitre. Je perds un mois à faire un chapitre en chinois. Comme ça, pour l'idée soit claire, qu'est-ce que je veux raconter. Il m'arrivait, et c'était des moments rares quand même, pas tous les temps. Il m'arrivait aussi, quand j'ai écrit en chinois, je ne pouvais plus avancer. Il m'arrive de penser en français. Je dirais, si j'ai raconté ça en français, comment on le raconte. Voilà. Est-ce que vous diriez, par exemple, que lorsque vous entamez ou que vous poursuivez le travail d'écriture, vous faites appel à la traduction ou finalement jamais? C'est-à-dire qu'il y a cette langue qui arrive, qui est la langue française, ou est-ce que parfois vous avez recours à ce processus, on va dire, mental ou automatique de la traduction? Non, pas de traduction. Il m'arrive, je peux quand même assez. J'ai appris le français assez tard. Hein. J'ai appris le français, c'était pas très loin des 30 ans. Je regrette parce que j'aurais voulu apprendre dès l'enfance. J'aurais plus problème de grammaire, de ces fautes, d'horreur, et qui me suit tout le temps. Mais assez rapidement, je suis entré dans une école du cinéma. C'est toujours, on doit écrire des scénarios, on doit raconter des histoires avec les camarades. Et assez rapidement, je commençais à penser en français. Et il m'arrive, on m'a posé des questions, est-ce que vous rêvez en français ou pas? Ça, j'ai regardé, c'est pour ça, aujourd'hui, je n'ai pas encore nationalité française. Je me suis dit, c'est un jour, si je pouvais rêver en français, là, ce serait un vrai français. Je n'ai jamais rêvé en français, j'ai toujours rêvé en chinois. Et je regarde pour moi, et mon français n'était pas. Mais je peux quand même réfléchir, penser en français. Quand je parle avec vous, j'ai déjà oublié ma langue chinoise. C'est pas comme, par exemple, la génération de mes parents, ils ont besoin de cette traduction.
moi, je pense, nous, tous les trois, on n'a plus besoin de faire cette traduction. Ça vient tout seul. Je ne sais pas, il faudrait demander aux préfectures d'introduire comme critère d'attribution de la nationalité le fait de rêver en français. Je pense que ça serait... il y aurait quelque chose de quand même plus poétique que... Pour un Chinois, la Chine c'est assez grande, hein, beaucoup de... Et quand j'étais petit, j'étais dans une province de Fujian. Et on parle une langue, et c'était pas... Dans ces Fujian, on parle plusieurs langues. Et la région que j'étais, c'était de mes grands-parents, c'était qui s'appelle Putian. Ils parlent d'un dialecte que mon père, il est né dans cette région, il ne comprend pas grand-chose. Quand il est revenu, c'est moi, j'étais petit, 5 ans, 6 ans, j'étais son traducteur. Et parce qu'il me parle mandarin, il comprend, mais quand il veut parler avec, parler avec sa mère, c'est moi, j'ai traduit. J'étais tout petit. Et après, j'étais dans une province qui s'appelle Sichuan. Ma vraie langue, c'est-à-dire maternelle, c'est la langue de Sichuan. Elle aussi. On parle le même dialecte. On est très fiers de ce dialecte. C'est une... Est-ce que vous rêvez en mandarin ou en sichuanais alors? En sichuanais. Et souvent, moi, j'ai beaucoup de difficultés à parler mandarin. Quand je parle mandarin, c'est comme quand je parle français. Ça ne revient pas aussi naturellement. Et aussi, des gens, c'est une province, je ne sais pas, plus que 100 millions d'habitants. La ville où j'ai vu maintenant, c'est-à-dire la ville de mes parents, et j'ai grandi là, et c'était 20 millions d'habitants. Et il y avait longtemps, il y a un des écrivains chinois qui écrit en français, qui est venu de Sichuan, qui s'appelle Li Jiezhen, qui, pour moi, les meilleurs romans chinois étaient écrits par lui. Et il est venu revenu de la France, il a fait des études en France, il a publié chez Gallimard après, c'est la traduction, et il a écrit 3 romans chinois avec dialecte de Sichuan. C'est pas rien, cette dialecte. Oui, donc on voit bien qu'effectivement, il y a bien davantage de langues en fait qui se trouvent au centre de cette écriture que simplement le français ou le chinois, qui déjà est un vertige assez immense. Il y a plein d'autres influences diverses qui sont aussi relatives aux régions dont vous êtes originaire, à tel point même qu'il est toujours un peu délicat de parler de romancier chinois, parce qu'en fait les différences peuvent parfois être telles que, en raison des générations qu'on évoquait tout à l'heure, des régions d'origine, il y a une différence assez fondamentale. Et ça me fait penser peut-être à cette question qui vous parlera aussi à toutes deux. Vous disiez tout à l'heure, je suis un écrivain chinois qui écrit en français. Est-ce que cette identité, alors qui peut soit être construite et acceptée, soit qui peut parfois être imposée aussi, on l'évoquait brièvement tout à l'heure avec Dai Sidie, le fait d'être un écrivain chinois, je mets des guillemets, écrivant en français, est-ce que vous avez parfois été confronté à une forme d'attente, voire même de fantasme de la part du lectorat, des éditeurs, peut-être des maisons de production, en disant bah voilà ce qu'on attend d'un Chinois ou de la Chinoise, qu'il nous raconte peut-être quelque chose d'exotique sur la Chine, ou qu'il nous parle de telle période. Est-ce que vous avez été confronté à la fois au moment où vous êtes arrivé en France dans les années 80, et même encore aujourd'hui, à cette étiquette qui pourrait être placée sur votre écriture en disant voilà, vous êtes des écrivains chinois, donc on attend de vous, alors c'est peut-être pas exprimé en ces termes ou de façon aussi directe, mais on attend de vous que vous écriviez sur tel ou tel sujet. Est-ce que vous vous permettez cette liberté, par exemple, ou est-ce que vous avez été confronté à cette question de ne pas écrire sur la Chine? Si j'ai pensé, oui, quand on est un écrivain ou quand on est un réalisateur, on a une attente. Hein, il y a du public, il y a, disons, un mot très gênant, il y a marché. Avant, la Chine que j'ai connue à l'époque, il n'y a pas encore de marché. Il n'y a pas de marché.
on a que de pression ou pas, non pression. Hein, ça dépend de quelle famille vous étiez et tout ça. Mais il n'y a pas un marché. Quand j'ai fait mon premier film, j'ai jamais pensé à un marché. C'était un film. J'ai fait mon premier film et qui raconte l'histoire d'un enfant chinois. Et après, avec, on est allé à Cannes et après, effectivement, les producteurs viennent me voir, me proposer de faire deuxième film. Et à ce moment, j'ai voulu changer étiquette. Je pense que je ne veux pas mais contenter à écrire, que raconter l'histoire chinoise. Et j'ai fait un film et je pense que c'est vraiment, je dois remercier beaucoup à région Rhône-Alpes qui a financé une petite partie de ces mais précieuses. Et parce que ce n'est pas un film commercial et dans lequel il n'y a pas de Chinois. Il y a un Français, il y a... Le Mangeur de Lune. Hein. Voilà. Et beaucoup de gens trouvaient que c'est mon meilleur film, mais c'est un échec total. Total. Honteux. Et avant, je ne connaissais pas encore d'échecs. On n'a connu que de malheurs, mais échec, qu'est-ce que c'est? Wow, ça, c'est compris, on ne doit pas sortir de l'étiquette qu'on vous a donnée. Et après, j'ai accepté ça parce que j'ai pensé que je peux raconter bien, même j'ai aussi beaucoup d'histoires chinoises, je voudrais bien raconter. Mieux peut-être, c'est vrai, je ne cherchais pas à avoir toute la liberté. Hein. C'est pas ça que je cherche. Parce qu'il y a quelque chose qui se dégage de votre écriture aussi, c'est l'humour, beaucoup. Qui n'est pas forcément attendu. Forcément, on se dit, bon, il y a des récits sur la révolution culturelle, c'est triste, c'est tragique. Et en même temps, quand on vous lit, il y a aussi beaucoup de choses extrêmement amusantes, très drôles. Je pense à Acrobatie aérienne de Confucius, qui est assez drôle, enfin, de mon point de vue, et qui n'est pas forcément là où un éditeur ou un lecteur qui aurait lu Balzac et La petite taille chinoise, même s'il y a beaucoup d'humour aussi dedans, vous attendrait. Je voulais aussi vous poser une question, pour des raisons de temps, j'essaie d'accélérer un petit peu aussi. Alors on a échangé un petit peu ensemble sur cette question, sur en fait vos livres en chinois, c'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes traduit. Je sais par exemple que Balzac et La petite taille chinoise a été traduit en chinois, mais publié dans un contexte un peu particulier, avec une postface un peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le destin de vos romans écrits en français et traduits en chinois Oui, Balzac, d'ailleurs chinoise, était traduit. Hein. Il y a quelqu'un, un éditeur chinois qui a beaucoup aimé cette histoire. Et il a acheté les droits. D'abord, il m'a demandé de traduire. Tous nous avons connu l'histoire. Quand j'ai commencé à traduire, soudain, à un moment donné, il m'arrivait d'oublier les textes originaux. J'ai commencé à écrire. Et 2 mois après, il m'a demandé, vous avez fini la traduction? Ah, j'ai dit non, je suis encore au premier chapitre. Il a dit pourquoi? J'ai dit parce que je me suis laissé aller, j'ai trop écrit. Et c'était pas très bien ce que j'ai écrit. J'étais pas content. Et voilà. Et après, il a trouvé un autre traducteur, j'étais d'accord. J'ai pas le temps là. Et surtout, c'est assez difficile. Traduire, c'est que j'ai écrit il y a déjà un certain. Voilà, c'est les livres et la part, il était publié. À un moment donné, il a dit c'est un peu problème pour passer la censure. C'était une expérience réelle. On accepte. Ce qui est passé, ce que vous avez raconté, pouvait être 100% vrai, mais c'est pas ça qui est important. Important, c'était il faut passer la censure. Et est-ce que vous acceptez il s'appelle postface, qui va écrire par lui. Sans ça, on ne peut pas publier. J'ai accepté et dans lequel il a raconté ses plaisirs et comment né, à quelle année, quelle région.
génération, et quand il était allé en France, comment il était malheureux. Il risque de mourir de faim. Pour ne pas mourir de faim, il a obligé de raconter une histoire. On accepte de publier ce livre parce que c'est une expérience connective d'une génération. On est responsable pour l'histoire. Mais sa position politique et ses idées, d'ailleurs, je trouve que ce n'est pas des idées idéologiques dans cette petite histoire. Il a dit, on n'était pas d'accord, on ne partage pas. Mais c'est une expérience connective. Il a dit que j'ai envie de faire photocopie de ce que vous avez écrit et affiché sur le mur chez moi. Il a dit, au prend. J'ai dit, ok. Voilà, c'était publié. J'ai dit, est-ce que je peux ajouter, dans ce cas, je peux ajouter une préface. Et il a dit, combien de mots? Ok, il a écrit une préface de ce livre. Et c'était publié en Chine. Et malheureusement, pour lui et pour moi, le livre, pour un livre normal, peut-être, mais ce n'est pas si bien vendu qu'en France ou ailleurs. Et le problème principal, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que l'édition n'a pas bien travaillé, si. Et c'était déjà, aujourd'hui, je pense, la plupart des Chinois ont changé. C'était plus l'époque qu'on s'intéressait à des choses ailleurs, une civilisation, une littérature étrangère. Aujourd'hui, beaucoup moins. Avant, la jeunesse, c'était oh là là, ce qui est venu de la France, c'est très précieux. Hein. J'étais il y a 15 ans, à un moment, je me souviens, j'ai accompagné un réalisateur français, Carax, aller à l'école de cinéma, espèce féministe chinois. Un peu tous les futurs réalisateurs chinois sont là. Carax a été accueilli comme un dieu. Littérateur. Mais aujourd'hui, non, rien ici, là, personne ne veut venir dire bonjour. Bah, l'époque a changé, les gens n'aiment pas tellement cette histoire que livres, par Jacques ou d'autres, ils préfèrent ne pas connaître cette histoire. Quand il y a une génération de gens qui doivent voler des livres pour lire, ils s'en foutent. Ils préfèrent oublier. Je suis un peu triste pour moi, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Peut-être ce sera aussi l'objet de ma dernière question. Ce qui est intéressant, c'est donc que beaucoup malheureusement, de lecteurs chinois n'ont pas accès à votre œuvre parce qu'elle est soit censurée, soit peu traduite pour des raisons qui peuvent être aussi des raisons politiques. Et en même temps, on échangeait aussi là-dessus tout à l'heure. Vous avez un certain nombre de projets aussi en Chine aujourd'hui, notamment oui, dans le domaine du cinéma. La Chine est grande, hein, c'est-à-dire il y a des choses qui s'est passées très désagréables. Mais moi, à un certain moment dans ma vie, j'arrive à faire oublier toutes ces choses négatives. Hein. Par exemple, et quand je suis arrivé en Chine, j'ai vu pendant des années, il y a des vidéos, hein, pas des vidéos, c'est comment DVD, hein, disons, qu'ils n'ont pas les droits, hein, qu'ils n'ont jamais acheté les droits, étaient tellement. Et il y a des films, il y a un autre film qui s'appelle Fille du botanisme. Ça, c'était millions de vidéos sont vendues. Mais ils n'ont pas. Et avec, par exemple, par Jacques Pétailleux chinois, chez moi, il y en a 30 versions différentes. Et réalisateur n'était jamais décidé. C'était écrit toujours fini pour machin ou
Patrick et un autre nom. Et j'étais j'ai oublié tout ça. Hein. Ça s'est passé même. Ça s'est passé dans mes films. C'est un moment était passé dans des télévisions moins importantes, pas télévision centrale, mais sans jamais payé. J'ai jamais exigé non plus. Voilà, c'est vrai, j'ai pas très bien compris ce qui était arrivé au début. Je suis allé en Chine. Ma mère était très malade. J'ai passé 2 ans avec ma mère. Pendant cette période, on m'a proposé d'écrire des livres en chinois ou et faire des films. J'ai déjà fait des films. Malheureusement, qui n'a pas de grand succès en Chine. Voilà. J'ai fait avec une star chinoise. On a cru fait avec moi, mais non. Ma sensibilité française n'a pas. Non. C'était Pan de nuit, c'est ça, non? C'était ça. Ouais. C'est- Et Enfin, peut-être juste un... Oui, allez. pour moi, c'est déjà grand succès. J'ai jamais fait un film qui gagnait tellement d'argent, mais pour eux, c'est pas suffisant. Ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure ensemble, c'est que la mesure de la valeur d'une œuvre a beaucoup aussi changé en Chine à la période contemporaine, c'est-à-dire qu'on la mesure davantage en termes de succès commercial qu'il y a peut-être un certain nombre d'années, notamment dans la génération qui est aussi la vôtre, de Zhang Yimou, Chen Kaige, ce qu'on a appelé la 5e génération. Et le succès des films pouvait se mesurer à l'aune de leur succès dans des festivals, de l'importance que ces œuvres pouvaient revêtir dans l'histoire littéraire ou dans l'histoire cinématographique. Alors qu'effectivement, aussi au vu de l'évolution actuelle de la Chine, la valeur des œuvres se mesure en termes de vente, en termes de succès commercial aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Si j'ai publié un livre en Chine, si par exemple, j'ai vendu 10 000 exemplaires, c'est un échec. Les auteurs français aimeraient bien vendre 10 000 exemplaires, c'est déjà un beau succès. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Daïsedier. Peut-être qu'on aura aussi l'occasion de vous écouter tout à l'heure s'il y a des questions de la part du public. Merci pour ces échanges. Je voudrais passer la parole à Ying Chen dans un instant. Vous êtes né à Shanghai et vous avez connu aussi alors, des choses sans doute similaires avec ce que vient d'évoquer Daïsedier, avec un rapport un peu particulier, parce que vous êtes allé au Canada francophone. Donc encore, vous avez vu passer un certain nombre d'œuvres écrites par Ying Chen en langue française, Mémoire de l'eau par exemple, Lettres chinoises, Ingratitude, Rayonnement. J'ai vu aussi, alors je n'avais pas fait attention à la sortie de ce dernier roman, au titre un peu intrigant, peut-être que vous nous en parlerez tout à l'heure, peut-être nous parler un petit peu effectivement de vos derniers travaux. Il y a quelque chose aussi de très fort, je trouve, dans ce que j'ai pu lire de vous, c'est également le rapport à la génération, mais entre deux générations. Je trouve qu'on prouve beaucoup cette idée du rapport à la famille, du rapport mère-fille. Alors c'est au cœur, je pense, de l'intrigue d'Ingratitude aussi. Peut-être voilà, vous donnez la parole et puis peut-être échanger avec nous. Donc voilà, le roman Aïmsa, je ne sais pas si je prononce bien, qui est votre dernier roman en date, si c'est un roman. Peut-être vous nous en parler un petit peu et éventuellement réagir aussi aux échanges qui ont eu lieu tout à l'heure. Merci, je pense qu'on peut applaudir aussi Ngcha. Peut-être aussi nous raconter votre rapport à la langue française et comment est-ce que cette envie d'écrire en français est venue. Mais je pense que, comme hier, on a parlé beaucoup de parcours, de la langue, de l'entre-deux, et j'ai du mal à me répéter, mais je crois que ceux qui n'étaient pas là hier ont eu accès de toute façon, n'est-ce pas? Alors, mon dernier ouvrage, Ahimsa, et le titre, ça vient d'un mot sanskrit qui veut dire l'insoumission sans violence. Et je n'ai pas prévu de parler de ce livre, je garde ça comme suspense. Et j'ai plutôt prévu de parler des livres que j'ai commencé à composer après mes 3 premiers livres, qui sont
interprété de manière très exotique, je trouve. Et ce n'est pas là, dans cette direction, que je veux y aller. Et donc, enfin, cette série de livres, ça s'accorde. On ne peut pas mieux avec le sujet de notre colloque qui s'appelle L'entre-deux. Alors donc, j'ai l'impression d'être en train d'être dans ce entre-deux et je ne peux pas, comme je me débat dans cet entre-deux et je ne peux plus s'en sortir. Donc hier, j'ai comparé ça, j'ai écrit un texte sur ce que c'est qu'un tunnel pour un écrivain soi-disant en exil. Et on entre dans un tunnel avec tout à fait insouciance, romantisme et tout ça. On pensait aller quelque part. Et puis, on se rend compte que finalement, ce tunnel même, ce passage, on pensait que c'était passage, c'était temporaire. Mais on se rend compte que finalement, ce passage devient une destination, une raison d'être. Voilà, donc et puis hier, j'ai récité un poème de Saint-Denis Garneau, mais je n'ai plus avec moi. C'est cette vie qui vit dans le suspense. C'est une vie suspendue. Il parle de la poétique de ce saut dans l'espace, entre deux pierres, entre les rochers. C'est que laissez-moi passer, traverser ce torrent en sautant entre les rochers. Et c'est là, dans ce saut, dans cette instabilité, que je me sens le mieux. C'est très, très beau. Et c'est ce poème chaque fois que je veux trouver une consolation, je vais dans Saint-Denis Garneau, c'est ma consolation. Mais en même temps, je sais que c'est un peu acquis. Pour ceux qui connaissent le texte de Lu Xing, c'est très acquis, c'est très haut. Pour moi, en tout cas, est-ce que je l'ai accepté, cet état de l'instabilité? Je ne suis pas très sûre. Donc, je me pose la question autour de tout cela que j'écris. Et puis, j'ai prévu de parler un tout petit peu de cette série. J'ai mis en place un personnage qui n'a pas d'âge. Bon, on sait à peu près qu'elle est peut-être middle age, je ne sais pas comment on dit en français. Donc, oui, d'âge moyen, mais en même temps, ça veut tout moyen, dire et pas dire et rien dire. Pardon, donc, des fois, ça arrive. Ça arrive moins le chinois parce que c'est trop différent. Je mélange beaucoup moins avec le chinois que l'anglais. Voilà, c'est mon côté canadien. ouais. Ça. Et donc, les références géographiques, raciales, sociales, etc., sont plus ou moins gommées. Donc, elle n'a pas de naissance. Elle vient de nulle part. Et elle va nulle part non plus. Donc, moi, je l'appellerais fantôme. On pourrait dire aussi, c'est quelqu'un qui est là pour rêver, pour raconter, pour dire des chimères, etc. On peut imaginer tout ce qu'on peut. Donc, toute la série des livres est composée autour de ce personnage que je le fais mourir à la fin de chaque livre pour qu'elle revienne nous raconter quelque chose d'autre. Et elle est mariée avec un archéologue. Et c'est pas pour rien, parce que cet archéologue, il ramasse les pierres, les têtes, les squelettes, il met ça dans son sous-sol, dans la cave. En français, on dit c'est dans une cave. Et il essaie à toute sa force d'étiqueter toutes les pièces qu'il ramasse partout. Et puis, je ne veux pas vous raconter la fin du livre. Donc, voilà, donc il a un squelette comme ça, un peu une femme fantomatique avec lui. La rencontre aussi un peu au hasard, comme ça. Ça, c'est dans le premier livre, leur rencontre. Donc tout se repose un peu sur rien, sur ce saut dans l'espace. Et puis, d'un livre à l'autre, en même temps, je traite quand même des thèmes qui me paraissent importants. L'immobile, c'est beaucoup.
euh, comment, comment survivre, comment survivre dans toute cette incertitude, cette non-appartenance ou ce refus d'appartenance et ce doute sur les soi-disant identités. Donc, c'est ce livre-là aussi, la rencontre, et la narratrice raconte, elle se souvient d'une vie d'il y a plusieurs siècles. Et puis, en même temps, elle commence à confondre sa relation d'aujourd'hui et sa relation d'autrefois. Et à un moment donné, euh, dans, dans son rêve, et, elle vit en rêvant, même elle rêve en plein jour. Donc, elle a l'impression que son mari d'aujourd'hui et son amant d'autrefois est en train de se ressembler. Donc, voilà, il y a une question de la répétition de l'histoire. C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Je trouve que j'ai même fait une thèse, la thèse de mémoire sur ce sujet. C'est le caractère répétitif de l'histoire. Donc, c'est un peu ça, le Immobile. Et puis, après ce livre-là, ça vient un livre qui s'appelle Le chant dans la mer. Au tout début, le titre, ça s'appelait la superposition d'un chant et d'une mer. Et puis, ça n'a pas passé pour l'éditeur. Et donc, le chant dans la mer. Enfin, elle était morte dans la première histoire, et puis elle revient, et à un moment donné, dans la journée, elle, elle, elle va à la plage et elle entre dans les vagues, et puis elle traverse les vagues comme ça, et tombe sur un village. Elle arrive dans un village, pourtant le village vide, à porte battante. Le village le champ de maïs est en train de disparaître petit à petit, remplacé par des usines de briques. Et donc, bien sûr, tout ça, c'est très, très symbolique. Donc, elle se souvient d'une histoire où euh, euh, un amour d'enfance, la mort mystérieuse de son père, et puis sa propre mort mystérieuse. Donc, il y a un tout petit peu d'intrigue, un tout petit peu de complot, mais jamais clarifié comment et le pourquoi. Euh, donc, à part ce livre, et puis ceux qui lisent ce livre n'auraient peut-être pas l'impression, mais ce qui m'a inspiré, c'est le sentiment que rien, rien n'est persistant. J'ai le sentiment que les civilisations sont mortelles. Et là, j'étais en train de penser à, à comment dire, comment le monde d'agriculture, euh, ça, probablement, j'ai un tout petit peu de côté chinois, parce que je voyage, je vois comment les champs disparaissent, sont remplacés par le béton, tout ça. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de disparaître, mais sans jugement, parce que c'est ainsi la vie se passe. C'est comme ça. C'est que moi, je sens une très grande impuissance devant, devant ce qui se passe et ce doit se passer, et que personne ne peut vraiment réversir, changer quoi que ce soit. Et après, il y a le livre Querelle d'un squelette avec son double. Donc, c'est une autre histoire. Euh, et là, c'est une histoire qui se passe simultanément. Au moment même, ce n'est plus de la mémoire, c'est simultanément. Au moment, je sais que ce livre est inspiré par une guerre que j'ai jamais compris, qui s'est passée en Europe au lendemain même de la création de la monnaie européenne. Et ça m'a beaucoup attristée, mais j'ai jamais compris. C'est la guerre en ex-Yougoslavie. Mais ce livre a été écrit quand même plusieurs années après. Et donc, Querelle d'un squelette avec son double. Donc, c'est la narratrice, notre héroïne, qui est toujours là.
Un matin, elle se réveille et elle entend une voix qui prétend qu'elle est sa double ou sa jumelle ou ce que c'est sa sœur, et elle est en train de mourir sous les décombres d'un tremblement de terre. Et puis voilà, c'est un dialogue du début à la fin, que deux voix, il n'y a que deux voix et qui se parlent, qui se querellent. Et, et l'une prétend d'être l'autre et, et l'autre refuse de, de, comment dire, de s'identifier à, à l'autre voix. Donc voilà, il y a encore beaucoup de questions d'identité, de la difficulté de se positionner. C'est comme Madame tout à l'heure a dit, on est dans l'un et dans l'autre, et puis c'est difficile. C'est difficile de trouver une position, un point d'appui. Voilà, c'est Saint-Denis Carnot qui dit que c'est là, sans appui, que je demeure, que je reste, que je respire. Et puis, après ce livre, quoi d'autre, je ne vais pas tout raconter. En tout, il y a il y a Le Mangeur, un livre qu'on interprète d'une manière comme une histoire incestueuse, mais en même temps, en fait, c'est une histoire très, très symbolique. J'étais choquée qu'on trouve que c'est incestueux, mais ce n'est pas vrai. C'est Le Mangeur. Donc, je vais vous laisser découvrir vous-même. C'est l'histoire où la narratrice se souvient qu'elle a été mangée par un animal, elle a été morte et elle a choisi. Elle a choisi de mourir ainsi. Et elle a choisi de retourner dans le ventre de son ancêtre. Et donc, c'est un livre un peu peut-être sombre, mais c'est toute la problématique de vouloir partir et en même temps l'incapacité ou l'impossibilité de partir. Et c'est toujours ce tunnel qu'on est parti et on n'est pas arrivé. Et ça, c'est quelque chose qui me tourmente beaucoup et toujours aujourd'hui, et même de plus en plus quand le monde se divise. Et là, c'est vraiment la source, la plus grande source de ma souffrance. C'est là que j'ai des livres qui, après cette série, j'ai écrit des livres que normalement je n'ai pas envie d'écrire, mais j'ai écrit des livres malgré moi. Et je n'ai pas très envie d'en parler aujourd'hui, les 3 derniers livres. Et puis après, ça, c'est un autre livre, ça s'appelle Un enfant à ma porte. Mon éditeur, moi, je n'ai pas aimé ce titre. Le titre initial, ça veut dire progéniture. C'est un livre beaucoup plus méchant, plus cruel, mais ça ne s'accorde pas à mon image. Je dois être plus douce que ce que je ne suis pas. Et donc, il parle de... J'ai voulu poser la question sur la reproduction humaine. Donc, un peu féministe. Donc, un enfant à ma part. Donc, un enfant, c'est un personnage qui est stérile, elle ne peut pas faire d'enfant. Mais un jour, elle reçoit un enfant qui est venu à la porte, et puis quelque chose s'est passé et l'enfant est reparti. Et ça fait référence à l'histoire précédente, la querelle avec la femme qui était morte. La femme, en mourant, lui parle que j'ai un enfant qui va venir frapper la porte, mais ne le refuse pas, s'il vous plaît, comme vous refusez tous ceux qui frappent la porte. Alors, voilà, donc c'est une révérence. Ça, c'est le querelle d'un squelette. Ah, mais non, ça, c'est un enfant à ma porte. Après, moi, je crois que j'ai tout dit. Espèce, j'ai eu beaucoup de plaisir d'écrire. Je crois que mes livres, les gens disent que mes livres sont très graves, etc. Mais c'est là où j'écris avec le plus d'amusement. Et probablement, il y aura le plus d'humour, qui est toujours important, attirant, n'est-ce pas, l'humour. Et puis, donc, la narratrice se transforme en une chatte. Et donc,
elle voit le monde différent, et du coup, elle reçoit tous les amours qu'elle aurait rêvé en étant une femme compliquée. Donc, du coup, elle devient tout simple et tout l'amour du monde tombe sur elle et tout va bien. Tout va, tout va bien. Donc, voilà. Donc, à la fin du livre, cette fois-ci, elle n'était pas morte, parce que pour sauver son mari, on vient investiguer son mari, pourquoi la femme tout à coup disparaît, on ne sait pas où elle est. Donc, les gendarmes arrivent, etc. Donc, elle a décidé de revenir au monde de la voix. Moi, je suis là. Euh, c'est comme ça que le livre se termine. Et puis, le dernier livre s'appelle L'arrivée est loin. C'est un peu une sorte de synthèse, mais toujours, j'essaie de faire un peu de poésie en prose. Et euh, le titre vient d'une phrase bouddhique qui dit que bon, la rive est toujours loin, la mer est toujours amère, mais tout dépend comment on regarde, si on sait regarder, si on sait retourner à la tête, ou si on sait reculer d'un pas. C'est une façon de le dire, n'est-ce pas? C'est un travail en soi. Donc, c'est comme ça, la rive est juste là, la rive est là, on ne voit pas. Et donc, ben, moi, je mets le titre L'arrivée est loin parce que je n'ai pas encore vu. Je cherche, mais je n'ai pas encore vu cette rive. Et voilà. Et moi, je ne veux pas rester. Moi, je pense lire un petit paragraphe pour montrer ce que c'est, comment j'écris, parce que je ne compose pas du début à la fin qu'avec des blocs. Je, je cherche toujours la première phrase et puis je me laisse entraîner. Et comme ça, j'appelle ça l'écriture au hasard. Voilà, je vais lire un tout petit paragraphe. J'ai pas eu le temps de chercher, mais je commence par le début, comme ça ce sera simple. Ça, c'est le premier. Je n'aime plus ce livre parce que là, c'est écrit, c'était publié en 98, donc c'est vraiment très, 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 très loin. Je n'aime plus beaucoup Immobile. Et c'est paru chez Axe Sud, mais ça j'ai apporté parce que mon sac est trop lourd, c'est en poche canadien. Ouais. Bien que je n'ai pas connu ma dernière mère, je me souviens toujours de la pénombre humide, de la chaleur écrasante de ce tunnel si étroit, coincé parmi tant d'organes digestifs, où la lumière est encore un rêve. Tout semble provenir de là. De la profondeur des origines coulent les premiers pleurs de l'être. Maintenant, je suis devenue moi aussi une origine que j'espère stérile, séchée, ne pouvant procurer ni joie ni peur, ni peine, fabriquant ni héros ni lâche. Car ma mère inconnue a eu l'infortune d'enfanter une lâche. Je suis une lâche. Ce n'est pas tout à fait sa faute. Elle n'a pas voulu d'enfant. Elle n'a pas souhaité ma venue. C'est pourquoi elle s'est étonnée de moi dès le premier jour. Ma naissance est due à ma propre volonté. Je dois naître. Encore une fois, je suis moi. Je ne suis pas sortie de ce cycle. Je demeure entièrement féminine, je crois. Je suis dans le rang avec les membres et les organes bien à sa place. J'ai un corps juste. Il est peut-être désespérant que rien ne manque. Mon amant d'autrefois, le serviteur S, n'avait qu'une oreille. Il avait sans doute un nom, mais je ne me souviens pas. Je veux dire qu'il est encore sur mes lèvres, mais je ne sais pas le prononcer. C'est une appellation abstraite sans signification, inclassable, s'accrochant mal au mur de la mémoire. Je décide quand même de le nommer S, car mon mari de maintenant, l'archéologue A, dont le nom m'échappe pour la même raison, a besoin de données précises pour comprendre mon histoire et pour y croire. Je ne sais pas comment.
Bon, je vais jusqu'au bout de ce paragraphe. Donc, le nom m'échappe pour la même raison, a besoin de données précises pour comprendre cette histoire et pour y croire. Il me manquait une certaine intelligence, d'après S, une sorte de sensibilité, justement parce que j'avais un corps trop complet, presque dépourvu de défauts. Depuis, j'avais acquis un penchant pour tout ce qui était demi, imparfait, irréparable. D'ailleurs, à ce moment-là, à l'intérieur de la maison du prince, mon espèce valait moins que les domestiques, avait d'influence sur le maître, méritait moins de bonheur. Maintenant, comme autrefois, j'aurais voulu devenir quelqu'un d'autre, sinon quelque chose d'autre. Mais A trouve que cela ne doit pas me servir de prétexte pour vivre aujourd'hui d'une manière irresponsable, pour refuser d'être ce que je suis. Ce serait trop bête de compromettre la vie présente au nom d'une prétendue vie antérieure. Il faut que je me débrouille autrement. Merci beaucoup Ingchum pour ces échanges, de comprendre aussi ou d'arriver à saisir la cohérence ou les continuités, les ruptures qui forment une œuvre aussi, les dialogues qu'elles peuvent entretenir entre elles. Et donc sans plus tarder, je passe la parole à Lingxi, alors qui est né dans la province du Sichuan, je dis pas de bêtises du coup, c'est ça, et qui a notamment écrit donc Été strident, qui est un recueil de nouvelles qui en même temps sont aussi connectées d'une certaine manière. L'épaule du cavalier suivie d'une nouvelle, je crois que ça s'appelle Je suis un chat. Alors ça évoque un petit peu, peut-être ça fait écho à ce qu'évoquait Ying Chen tout à l'heure. Et son dernier roman, Dans Gorge des tambours, dont elle souhaitait nous parler aujourd'hui. Alors moi, ce qui m'a marqué aussi dans la lecture de votre travail, c'était cette idée de l'identité, encore une fois, qui se brouille, des miroirs aussi entre les personnages, avec en particulier, enfin ce que j'ai ressenti aussi, c'est cette identité également de genre qui se brouille entre les personnages, où on a l'impression qu'un genre est assigné à des personnages, mais qui ne correspond pas forcément à la manière dont ils le vivent, ou du moins pas à la manière dont la norme du genre suggère qu'il devrait être. Donc peut-être voilà, que vous pouvez aussi nous en parler à l'occasion de ce livre. Oui. En fait, je voulais vous lire aussi un extrait. Peut-être je vais commencer par ça. Parce que j'ai constaté que ma personne rend presque toujours au mauvais service à ce que ma plume a accompli avec tant de peine. Et écrire ne m'a jamais été une partie du plaisir, mais plus dur encore est le métier de vivre. Et je pense que mon texte se défend mieux que je puisse faire pour lui. Et la narratrice de cet extrait est une vieille femme dans la Chine du début des années 90. Elle avait 2 enfants. Le fils aîné était officier du génie, beau, brillant, avec toutes les qualités d'âme et de courage qu'on puisse espérer d'un fils, mais mort 20 ans auparavant, sans qu'on sache précisément où, quand, ni pourquoi. Et la fille aînée, la fille cadette, était d'un physique ingrat, homasse, avec les manières viriles de son frère, est mariée au personnage central du roman et est restée sans enfant. Et la vieille femme elle-même avait le visage grêlé. Et pour l'intelligence du passage, il faut rappeler le détail que voici. La petite vérole qui l'avait frappée dans son enfance avait coïncidé avec la mauvaise chute de son frère aîné, qui fut couvreur. La nuit de l'agonie du frère, racontait-elle, la nuit de son agonie, on me posta sur le pas de la porte pour tenir à distance la faucheuse. Mon frère mourut à l'instant où la pluie survenue, en éteignant la lune, rendit invisible ma gueule d'épouvante en suppuration. Donc l'extrait qui termine le deuxième chapitre.
je quitterai ce monde sans laisser de traces, comme mon mari, comme ma fille, et tous ceux dont nous portons le sang pour tout héritage. Dans 40, 45 ans tout au plus une goutte de nous sous le soleil. Moi qui, forte de mon unique privilège, avais pris de haut toute ma vie la stérile beauté des fleurs restées sans fruits et les femmes sans enfants. Quant à ma fille, obscure calice, elle n'a pas même la consolation d'avoir fleuri. Le ciel m'a puni de mon orgueil, la hauteur de ma vie, et je me retrouve aussi démunie qu'elle, mes sœurs d'infortune. Avoir engendré ou pas, quelle différence? Avec ou sans descendance, qu'est-ce que ça change? Tous les ruisseaux ne peuvent aboutir à la mer, sinon la terre ne sera plus ferme. Il nous arrive comme il nous est arrivé, que la descendance doive tarir. Qu'est-ce que la mer pour nous autres, qui ne l'avons jamais vue et ne la verrons pas? Plus d'un soupçonne qu'elle n'existe pas, ni la miséricorde. Les gueux ne se fient qu'à leurs yeux. Mais les poètes de mon fils l'ont chanté, et Mouilly a été sur son rivage. Il paraît que ses eaux sont salées et amères, comme les blagues des hommes à la maison de thé. Mais qui jugerait le prix du kérosène? Ou la splendeur d'une teinture d'après leur goût? Il paraît que ces couvres sont aussi abruptes que le Mont Bleu et qu'au fond de ces vallées, ce n'est que ténèbres. À quoi bon s'entêter à sonder et à creuser, sauf faute de respect, là où on n'a ni pied ni prise? N'est-ce pas en voulant d'avoir pied qu'on le perd? Pourquoi le fond dit-il plus vrai que la surface? Pourquoi le visage médiocre de ma fille ment-il moins sur le sang de sa mère que la perfection de mon fils? Qui entend le cri d'une âme murée dans sa chair? Les nuits d'encre de nouvelle lune, où les marins laiteux de grands brouillards, heures où tous les chats sont gris et toutes les figures lisses. Je ressens la proximité amicale de la mer inconnue qui a tout avalé, les torrents de boue vomis par le grand fleuve, ou l'infinie patience d'une affreuse huître renfermée sur elle-même pour cultiver sa perle qui jamais ne verra le jour. La mer qui prend tout ce qui lui arrive, ne trie pas, ne refuse personne, magnanime comme la mort, n'en déplaise sa bellissime qui censure les mots de mon fils. La mer qui se remet de tout, efface tout, jusqu'à ses couleurs propres pour mieux subir celles du ciel. La mer qui ne laisse pas longtemps une goutte plus haute qu'une autre, où rien n'est stable pour que tout soit immuable, où tout s'annule, où tout se vaut, où tout est pardonné, les grêlés ou les jeunes filles trop belles, les œuvres de génie, civiles ou militaires, les erreurs de calcul. La mer qui passe sous silence dans les replis de ses entrailles, ses épaves, ses secrets, ses trésors, toutes ces choses qui font mal, qui tient sa promesse de paix et de liberté pour ceux qui renoncent à boire de son eau et glissent sur ses abîmes, qui donnent le choix de ne pas voir. C'est d'autres mondes plus vastes et plus profonds que le nôtre. Bien des fois, j'ai senti son haleine, douce comme une mère aimante, que je n'ai jamais eue ni ma fille. Où est-ce la mort? Je connais cette haleine. C'est la même que j'ai respirée à son approche la nuit d'agonie de mon frère. Cette longue et bonne fraîcheur qui s'est soudain emparée de mon visage en feu à l'instant où la lune s'est retirée. J'ai vécu. Est-on obligé d'être heureux? Auquel cas je le suis. La somme de mes souvenirs, à présent confiée aux archives du gouvernement, attestera devant la descendance d'autrui, devant toutes les descendances à venir, le passage sur cette terre de mon fils. Et cela me suffit. Cette vieille femme fait partie des 8 narrateurs de ce roman choral. Il s'agit de dépositions de lettres
et d'extraits de carnets collectés, réunis par un inspecteur de police qui enquêta sur la disparition d'un homme nommé Moore en 1990. Le personnage central du roman s'appelle Moore. Moore, le mot « er » en chinois, il y a des centaines de façons de l'écrire, une infinité de possibilités de sens. Je l'ai choisi parce que « er », ça peut vouloir dire « er », fils, parce que ses parents étaient obsédés par l'idée d'avoir un fils. Ça peut vouloir se prononcer « er », ça veut dire le deuxième, puisqu'il est le deuxième fils du couple, le premier étant mort-né. Et Moore, il s'appelle Moore parce qu'en français, M-U, mou, R-E-R, c'est muet. Muet, c'est parce qu'au fond, c'est une histoire de métamorphose. Et ces témoignages ont été collectés sur 3 lieux. Dans la ville de W, en amont du Grand Fleuve, dans le village du Mont-Bleu, à la campagne profonde, et plus essentiellement dans le bourg des Vieux-Fucus, à mi-distance entre les deux. Le mot bourg est certainement pas le mot exact. C'est le moins approximatif que j'ai pu trouver, parce que le concept à nommer n'existe pas dans les pays francophones. Le bourg, c'est un échelon administratif intermédiaire entre la campagne et la ville. L'appellation de ville lui est déniée, mais ses résidents ont l'état civil urbain. Et ce dernier point n'est pas un mince privilège, c'est que depuis 1958, l'état civil chinois est divisé en 2 catégories. L'état civil rural, l'état civil urbain. Les communistes qui luttent pour les égalités entre tous les hommes ont la passion de la classification. Et s'il est très difficile pour un résident d'un bourg de troquer son état civil, d'aller s'installer dans une ville, il est encore plus difficile pour les paysans dans la campagne de changer d'état civil pour avoir l'état civil urbain. Dans les années, c'est-à-dire que un habitant d'un bourg avait le droit d'aller à W, la ville par exemple, sans demander l'autorisation à personne, mais par contre, un paysan, pour quitter son village, il lui fallait une autorisation. Et dans les années difficiles, dans les années de famine, les paysans, c'est-à-dire ceux qui avaient l'état civil rural, n'avaient pas droit au ticket de rationnement de céréales. On a dit que c'est un livre sur la ruralité. Pas du tout, en fait, parce que si pour un Français d'aujourd'hui, c'est vrai que ça fait rural, mais ce livre qui couvre une période qui va des années 1910 à 2015 porte essentiellement sur des époques où même les plus grandes villes chinoises avaient des allures campagnardes. En fait, ce n'est pas un livre politique, c'est un drame privé, ce sont des drames privés, mais par contre, il est évident qu'il met en évidence cette hiérarchie implacable au sein d'une société égalitaire, cette ségrégation institutionnalisée dans un système qui pousse l'égalité jusqu'à la terreur. Mais ça, ce n'est qu'un arrière-fond. Si on revient sur les témoignages, la plupart des narrateurs ont parlé à travers leur déposition. Et dans ces dépositions-là, en fait, ils étaient interrogés sur la disparition de Moore, mais en fait, chacun tourne autour de ses propres obsessions
pour persister dans le non-dit de sa vie, en ne pas racontant la vie de Moore, ce personnage central, en se racontant soi-même. Et ils ont décrit en creux cette vie qu'ils ne racontent pas, d'autant plus que c'est une vie manquée, qui n'a pas été vécue. Et cette manière de faire, de dessiner au pochoir, de procéder par contournement, et la manière en fait, de la poésie chinoise, c'est-à-dire cette poésie qui détourne le regard dans une apparente résignation, qui ne parle jamais de soi, mais de tout le reste, mais qui, en subjectivant tout le reste, fait en sorte que tout le reste ne parle que de soi. Ça, c'est une marque de la poésie chinoise. Et en fait, ma gageure du départ, c'était justement d'écrire un roman à la manière des poètes. Cette façon de procéder est aussi dictée par le fond, parce que un des thèmes centraux de ce roman est la culture du secret. Hier, j'ai parlé de cette peur ancestrale que charrie notre sang, parce que depuis plus de 2000 ans, on a cet absolutisme initié par Qin Shi Huang, et depuis, la Chine n'a presque jamais cessé de vénérer Confucius pour ne le jamais en fait pratiquer. Ce qu'on a mis en place en réalité, c'est le système prôné par les plus grands, les plus féroces rivaux de Confucius, qui étaient les légistes. Les légistes, ils ont mis en place un État, ils prenaient un État policier et ils voulaient que chacun intériorise la loi. Mais c'est une loi sans éthique, qui suppose l'homme mauvais. C'est une loi qui, en réifiant l'homme, lui dénie le droit à un traitement humain. Et on ne peut pas intérioriser une loi si la loi elle-même est arbitraire. Si au-dessus de la loi, il y a la volonté d'un seul. Et moralité, au fil des siècles, au lieu de la loi qui n'arrête pas de changer, ce qui est resté immuable, c'est cette peur de la loi qu'on ne peut pas appréhender. Et en fait, c'est cet arrière-fond qui infuse en fait le récit. Et à la fin du roman, on se rend compte que tous ces orateurs, enfin du moins pour ceux qui ont été interrogés par l'inspecteur, parce que quand il s'agit de lettres ou d'extraits de carnet, les auteurs ne savaient pas qui serait lu. Du coup, ils sont quand même dans une presque totale sincérité. Et pour la plupart d'autres, pour ces autres narrateurs qui représentent la majorité, et à la fin du roman, on se rend compte que personne n'a menti. Par contre, tout est faux, parce que tout ce qu'il disait était à double entente. Et à la fin du roman, il s'opère un renversement de perspective. On comprend que on a lu le livre complètement de travers et il faut recommencer. Il faut dire aussi que j'écris tellement lentement mes livres que je souhaite que chacun d'eux soit lu 2 fois pour le prix d'un. Et le livre, initialement, portait le titre « Tu seras un homme, mon fils ». Vous avez reconnu le célèbre poème de Kipling, Si. Et sauf qu'entre-temps, le jour précis où j'allumais mon ordinateur pour chercher l'adresse postale de Gallimard pour lui envoyer mon manuscrit, que j'ai vu s'afficher sur mon écran mon propre titre, j'ai eu un choc et j'ai appris ce jour-là que Pierre Assouline a publié ce jour-là même un roman qui porte le même titre, Tu seras un homme, mon fils. Pour des questions de droit, j'ai été contrainte de changer de titre.
Et par la même occasion, j'ai dû retirer la dédicace qui ne marchait plus, qui disait à Kipling, car avec des si, on mettrait ce monde en bouteille, si en italique, qui fait allusion à son poème. On pourrait tout aussi dire en bateau, parce qu'il s'agit aussi d'une histoire de mystification. Et ça a été extrêmement douloureux pour moi de changer de titre, parce que tout le roman a été construit sur cette phrase. Et c'est aussi cette phrase qui termine ce roman, ou presque, parce que là aussi j'ai été contrainte de modifier. Et ce n'est qu'à la fin c'est cette phrase qui détient la clé de l'énigme. Et ce n'est qu'à la fin de ce roman qu'on se rend compte de toute la violence, de toute la tyrannie que renferme cette phrase, et que cette phrase ne veut pas dire tout à fait ce que voulait dire Kipling. Il y a autant de distance, et c'est une phrase que la mère, par qui tous les mots arrivent, la mère de Moore lui disait à tout bout de champ, en privé, à l'insu des autres. Et il y a autant de différences entre la rengaine de la mère despotique et la parole du poète qu'entre le communisme d'État et les pensées de Marx. Merci beaucoup pour ces échanges et qui éclairent de façon assez lumineuse, je crois, aussi la lecture du roman. Est-ce qu'on peut, avant de peut-être passer la parole pour des questions, et ainsi qu'à Marie aussi qui voulait vous interroger, ce qui ressort de la lecture, en tout cas de vos œuvres, en dépit de leur singularité qui est propre et qui n'est pas forcément liée au fait que vous ayez une origine commune, c'est la dimension polyphonique aussi, je trouve, qui se retrouve dans votre travail, alors qui s'exprime non seulement par les personnages, vous évoquiez le roman choral qu'est Gorge du tambour, la variété aussi des formes littéraires qui sont mises en écriture et qu'on retrouve aussi de façon assez singulière dans votre travail, mais aussi le fait, je pense que ça a peut-être été abordé hier également, le fait de travailler dans une langue qui peut nous sembler souvent assez rigoureuse, parfois même autoritaire, la langue française, par rapport à la liberté ou la fluidité que permet parfois le chinois, et que vous arrivez chacun à votre manière à rendre plurilingue, je trouve. Enfin, on a l'impression qu'on sent dans votre écriture les échos d'autres langues. Et c'est ce qui peut-être rend aussi, ou en tout cas est un point commun de votre écriture. Alors avant de peut-être de vous laisser la parole, si chacun a des questions à poser à nos écrivains, voilà. Marie, peut-être tu voulais poser une question. J'ai une question. Donc oui, ce qui frappe beaucoup quand on vous écoute tous les trois, c'est d'abord cette impression en effet de polyphonie, de sentiment que vous avez vécu plusieurs vies, que vous avez plusieurs moi, etc. Donc peut-être que vos personnages en effet en rendent compte. Et puis une autre chose qui frappe, c'est le soin de trouver des titres ou des noms, je trouve, les noms propres des personnages, comme Lingxi vient de dire pour Mouar, par exemple. On comprend que c'est polysémique, c'est choisi avec soin, ou alors parfois, au contraire, les mots ou les noms qui manquent, qu'on ne trouve plus. J'ai remarqué ce trait. Donc, parce qu'on oublie parfois tous ces mots, on perd ces repères, je pense. Et j'ai bien aimé cette image de Incheon, du tunnel dont on ne voit pas le bout, alors qu'on pensait que c'était justement clair, qu'on allait arriver à un lieu et on n'arrive pas. Donc ça, je pense que ça rend compte de beaucoup de choses. Donc ça n'est pas une flèche, en fait, voilà, avec une arrivée claire. Alors, les questions que je voulais vous poser, c'était sur la langue, en fait, par rapport au chinois, au rapport à la langue. Est-ce que Incheon et Lingxi, est-ce que quand vous écrivez, ça a déjà été dit par Sedie, est-ce que vous pensez dans l'autre langue ou dans une seule langue à la fois? Quel est ce rapport pour vous, voilà, entre les deux langues? Ça m'intéresse beaucoup.
Ça, je crois que je suis d'accord avec Daisy. Ça marche? Ça marche. Donc, quand on écrit en français, on essaie d'éviter des autres langues, de vraiment s'immerger même dans la langue française. Normalement, je lis des mois et des mois en français seulement. J'essaie de chasser les autres langues qui viennent et de me complètement immerger dans la langue, justement pour essayer déjà, on essaie un peu, n'est-ce pas, essayer de ne pas se faire contaminer par autre chose. Mais quoi qu'on fasse, on est quand même entre deux. Et voilà, est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui, c'est pareil, je coupe volontairement les ponts quand, même dans l'apprentissage de la langue. Je me suis imposé cette discipline dès l'âge de 12 ans quand on nous a commencé à nous enseigner l'anglais. Et c'est pour ça que je suis piètre traductrice, parce que je voulais toujours vraiment couper le pont, parce que c'est aussi vraiment deux langues qui sont, on ne peut pas dire à l'opposé, parce qu'à l'opposé, on peut encore les comparer. Et là, c'est incommensurable, on ne peut pas comparer les deux langues. C'est comme si on compare une lumière, je ne sais pas, à la moquette. Enfin, et, c'est ça, c'est que je, je ne fais pas je ne passe pas d'une langue à l'autre. Oui. Avez-vous traduit? J'ai oublié Pardon. un truc. Oui. J'ai oublié. C'est que quand j'écris, même si c'est seulement en français, je ne lis pas autre chose, mais j'ai beaucoup de difficultés de conjuguer parce que je veux faire des sauts dans le temps. Et donc, je me fais beaucoup corriger. On discute avec l'éditeur, qu'est-ce que je veux vraiment dire, c'est quel temps. C'est du mal. Alors que le saut, ça se fait beaucoup plus facilement en chinois, vous le savez. Rectification, c'est que pour les substantifs, par contre, c'est-à-dire pour toute la flore, pour toute la faune, les fleurs, les animaux, par contre, je cherche systématiquement à savoir comment, surtout, c'est bizarre, souvent je fais le saut dans l'autre sens, c'est-à-dire j'ai besoin de savoir leur nom chinois. Et en fait, c'est une sorte de, presque une rééducation pour nous. C'est-à-dire, il faut que mon cerveau reconstruise le monde avec toutes les pièces du puzzle. J'ai besoin de savoir à quel nom chinois cette fleur correspond. Intéressant, d'accord. Est-ce que vous avez traduit vos propres œuvres vers le chinois ou est-ce qu'il y en a qui sont publiées en Chine? Déjà, je n'ai aucun succès en français, alors je dois ambitionner la Chine. Ensuite, non, je ne... si j'ai choisi d'écrire en français, c'est aussi pour ça. C'est pour franchir en fait cette barrière. Et quelque part, puisque je suis déjà de l'autre côté, d'une certaine manière, je fais exprès de... Enfin, j'ai pas fait exprès, mais dans le fait, c'est ça, je complique la tâche des traducteurs, parce qu'il y a énormément de jeux de mots, enfin, surtout dans la troisième moitié, parce que c'est un livre qui était très, très drôle. Enfin, je suis désolée, enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Et il y a énormément de jeux de mots, même dans Gorge des Tempos, je me suis un peu calmée, mais quand même, ça reste, c'est comme ce sont des textes qui épousent vraiment la langue française, et c'est très difficile à traduire, je pense. Merci beaucoup. Et juste une petite question sur le lien entre les romans et les films pour vous. Oui, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous passez de l'un à l'autre? Voilà. Le travail d'un réalisateur en Chine
l'équipe va passer 3 semaines à attaquer le scénario. Voyez tous les défauts, tous les. Moi, j'ai pas. Moi, j'ai pas. Merci. Moi, j'aurais encore des tas de questions, mais peut-être que je peux vous laisser la parole. Alors, je vous vois pas très bien en fait, mais si parmi vous certains ont des questions ou des remarques, levez la main qu'on vous identifie. Oui. Je sais pas si quelqu'un peut peut-être faire passer le micro. Bonjour, merci tout d'abord pour vos retours d'expérience. J'avais une question pour les 3 auteurs. En France, quand on parle beaucoup des échanges entre l'Ouest et l'Est, on cite principalement 2 auteurs, Ségalen pour du trajet Ouest-Est et François Cheng pour Est-Ouest. Est-ce que ces 2 auteurs vous ont inspiré ou est-ce que vous avez préféré totalement vous en affranchir? Merci d'avance. Peut-être la répéter sur alors effectivement de façon assez commune quand on évoque les relations, hein, je reprends un peu les termes que vous évoquiez entre l'Est et l'Ouest en littérature, il y a 2 figures qui sont souvent mobilisées, celle de Victor Ségalen et celle de François Cheng d'un côté et de l'autre, et la question était de savoir si ces auteurs ont pu vous inspirer ou si vous avez au contraire de façon délibérée choisi de vous en affranchir. C'est ça, hein, je ne vous trahis pas votre question. Ça, c'est vraiment c'est une bonne question pour moi. J'ai mis quelques mois où, souvent, pas une fois, mais plusieurs fois, je voulais faire un film sur la vie de Ségalen. J'ai refait ce trajet. Enfin, il existe par là. Il y a une petite comité, hein, c'est un petit. Des fans de cette poète et très pur et dur. Voilà, c'était. C'est ce qu'il a écrit. C'est un bon. J'ai trouvé c'est de bonnes qualités. Est-ce que c'est la meilleure poète du monde? Peut-être non, mais parce qu'il n'a pas écrit beaucoup. Mais c'est assez élégant, c'est assez libre, mais il était publié chez Gallimard dans la Pléiade, hein, et c'était des auteurs très surpris. Mais j'aime ces personnages. Il est très fragile, mais il est venu de Brest, il est famille de marins, et sa vie, et après, ce qu'il a connu en Chine, son ambition et tout ça. Son ambition, pour l'écran, c'était, il veut, à ce moment-là, c'est au début du XXe siècle, il voulait faire le premier musée chinois. Il est médecin des présidents de l'époque qui s'appelle Yuan Sky. Voilà. Alors c'est quelqu'un assez. Mais c'était toujours difficile de trouver des financements en France ou en Chine. Il était assez connu parmi des poètes chinois. Il est même aimé. J'ai aimé. Il nous a. Et François Chen, c'est vraiment formidable. C'est François Chen, c'était mon âme. François Chen, ça, c'est un Chinois. C'est un Chinois. Quand il parle en français, il peut parler mieux que la plupart des Français. J'ai dîné il m'arrivait de
dîner avec nous, avec les gens de Gallimard. Ils étaient tous étonnés. Wow. C'était étonnant. Et François Tsen et réfléchi. Il a aussi écrit des poèmes chinois. Et très bien. C'est un savant, c'est un académicien. Académie, il est entré dans l'académie. Mais c'est au contraire de moi. Quand je parle, je n'ai jamais essayé de corriger mes fautes. Je me laisse aller. Lui, toute sa vie, jamais s'est laissé aller. Toujours avec une pression, une élégance. Je l'adore. D'ailleurs, il a une fille à peu près, peut-être à mon âge, ou peut-être elle est plus jeune que moi, et une savante. Elle a écrit un livre, Anne France. Anton a écrit un livre qui fait presque autorité dans le monde entier, qui s'appelle L'histoire de la pensée chinoise. Oui, c'est énorme. Et même c'était, je ne dirais pas, les Chinois dans l'université, vraiment tout le monde lisait ces livres, mais beaucoup de gens qui lisent. Hein. C'est une famille intellectuelle. Ce sont des figures respectables, sans doute, mais je trouve que je suis très loin. Je crois que moi, je trouve que je suis très loin de ce monde. De ce monde, pour moi, qui représentait un monde d'autrefois où on compare. On dit ça c'est Est, ça c'est Ouest. Donc, je ne suis plus de ce monde-là. Parce que pour que cela fait du sens, ce que je fais, je veux dire, ce genre de choses que je fais et le parcours, ce n'est pas pour venir dire que ce qui est Est, ce qui est Ouest. Ce que je sais de savoir, qu'est-ce que je suis dans ce truc, parce que je ne suis ni de Ouest ni de Est, ou bien les deux, jamais complètement. Donc, voilà, je trouve, c'est seulement mon point de vue. Je trouve qu'auparavant, les sinologues d'autrefois viennent voir la Chine d'une manière, avec un point de vue qui n'est pas toujours le point de vue des Chinois. Et donc, ils ont tout à fait raison de voir la Chine d'un point de vue français. Mais maintenant, parce qu'on lit tellement dans les textes d'autrefois et d'aujourd'hui, on est en train de les Chinois sont en train de toutes les choses. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que l'atmosphère est différente, malheureusement. Mais avant, il y a quelques années encore, je vais à Shanghai et je vois toutes les traductions. Tout ce qui est considéré comme important en Occident est traduit en Chine. Donc, on ne peut plus être sinologue aujourd'hui comme avant, comme il y a 100 ans. On ne peut plus, ce n'est plus comme ça. Et nous, en tant que les immigrants, ne sommes plus les immigrants d'autrefois. Parce que, en plus, l'époque de l'Internet, il y a tellement plus de données, de connaissances, plus de choses qu'on voit différemment. Donc, j'ai plutôt tendance de voir ce qui transcende les différences, ce qui unit les solitudes, et au lieu de comparer et d'avoir trouvé quelque chose qui va au-delà de tout cela. Et moi, je me repose sur ce que j'appelle le beau, quelque chose de... ce n'est pas un Dieu, mais c'est le beau qui peut probablement nous unir. Voilà.
je dois faire un aveu, je suis inculte. J'ai un immense respect pour François Chan, mais par contre, je ne l'ai pas encore lu. Et Sekalen, j'ai vraiment adoré René Leys. Pour moi, c'est un bijou parfait. Mais par contre, puisque moi-même, j'ai déjà dit que écrire ne m'est pas une partie de plaisir, je dois toujours négocier avec moi-même. Et tout part de là. Et je lis les auteurs pour qu'ils arrivent à me débloquer. Alors que Sekalen fait partie de la race d'écrivains comme Jules Renard, une extrême élégance, une densité redoutable, mais en même temps tout en étant fluide. Mais cette fluidité, je sais que c'est énormément de travail. Ce sont les quelques morceaux qui ont survécu à leur censure. Et ça me bloque, ça me rappelle... Enfin, bref, je ne vais pas faire des comparaisons. Mais c'est pour ça que j'essaye de ne pas penser à Sekalen quand je travaille. mais c'est d'une beauté, pure, René Leys, ouais. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ou plus? Si, on a quand même le temps pour une dernière question, merci. Est-ce que parmi vous, certains ont une dernière question? Alors, je ne vous vois pas très bien, en fait, donc... C'est le moment ou jamais, hein. Ils sont timides. Non? Bon, je trouve que les mots par lesquels, en tout cas, toutes les deux, vous avez aussi terminé cette table ronde autour de la beauté, en fait, comme condition universelle, finalement, montre aussi parfois l'incongruité ou l'inadaptabilité, en fait, de ces identités fixes qu'on veut bien parfois vous donner de façon sans doute arbitraire et probablement assez autoritaire, d'écrivains chinois ou francophones, ce qui peut parfois être assez perturbant, gênant, contraignant aussi. Je pense qu'avec vos travaux, chacun à votre manière, vous montrez que c'est largement transcendable et que peut-être cette identité normative qu'on nous assigne parfois ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Et néanmoins, c'était quand même l'occasion de se retrouver autour de cette identité normative et d'avoir l'occasion de vous écouter. Et pour ça, merci beaucoup. Et puis j'invite chacun et chacune d'entre vous à découvrir les œuvres de nos auteurs qui, pour beaucoup, sont en fait facilement disponibles. J'ai regardé quand même, mine de rien. Alors, il y a quelques livres, effectivement, publiés au Canada qui sont peut-être un peu moins faciles à trouver ici. Mais je crois que on a fait un tour de la bibliothèque tout à l'heure et vous trouverez, pour ceux qui sont à Lyon 3, assez facilement les œuvres de nos auteurs. Donc, merci encore à toutes et tous et à très bientôt. Merci à vous.